Il y a des gens qui ont utilisé le tourisme culturel. Il y a des gens qui ont ressuscité des pratiques sur des territoires d'autonomie de fait. Des autonomies de fait, retenez ce concept, c'est très très important. Vous allez en Kabylie, il y a certains paysans qui n'ont pas besoin d'État. J'ai un cousin qui a une dizaine d'hectares d'oliviers, qui a fait son moulin, qui produit de l'huile d'olive, qui a sa clientèle. Il va au village une fois tous les mois, ou bien quand il a besoin d'un papier pour ses enfants, il va à la mairie sinon. Et tout récemment, comme il est très éclairé ce type, et qu'il est jaloux de son autonomie, il a tout simplement placé 2 panneaux solaires sur sa huilerie, et qu'il a coupé le câble de l'électricité, voilà. Et qu'il a son énergie, il est libéré d'une dépendance. C'est lui, c'est un paysan, je vous dis, c'est lui qui m'a expliqué le faisceau de dépendance, mais en Kabyle. Il m'a dit, quand quelqu'un te prend à la gorge, et que tu ne peux pas enlever son bras d'un seul coup parce qu'il est plus fort que toi, il m'a dit, tu dois défaire les doigts un à un. Tu enlèves un doigt, puis un deuxième, puis un troisième, et puis tu écartes pour que tu puisses respirer. C'est un peu le cas de notre peuple, de notre nation, de notre pays, la Kabylie. Nous sommes sous un faisceau de dépendance. Pratiquement chaque fois que nous pouvons déconstruire une dépendance, il ne faut pas s'attarder. En ce moment, la Kabylie, par exemple, elle est complètement éventrée par des canaux de gaz qui nous viennent sous terre, les budgets, les argents, comme dit l'autre, les factures et les surfactures, alors que nous sommes à l'ère des panneaux solaires et de l'énergie solaire et des éoliennes et tout. Un petit effort, une petite concertation, on n'a pas besoin de nous éventrer comme ça et de nous mettre des bombes sous nos maisons. Un jour, le gaz, vous savez, c'est explosif. Et puis, est-ce qu'on peut refuser? Est-ce qu'on peut justement refuser quelque chose qui nous vienne de la wilaya ou en Kabylie? Non, il ne s'agit pas de refuser. Il s'agit, je disais, de déconstruire. Oui. C'est-à-dire, ce qui existe, il existe. Oui. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, par exemple, il y a 10 villages qui sont alimentés en gaz. Oui. C'est bien. Mais ça ne nous empêche pas de prendre notre autonomie énergétique. Et c'est très important. Avec ce que nous pouvons faire, nous pouvons monter des petites éoliennes, nous pouvons monter des panneaux solaires, nous pouvons avoir notre électricité. Si un jour, ça s'est déjà passé. Autrefois, quand on allait faire des réunions, au temps du parti unique, on nous coupait l'électricité. On allait fêter le Inaïe, on nous coupait le courant, et tu ne pouvais rien faire. Vous voyez, donc ce truc-là de gaz, un jour, bon, nous l'avons, on ne va pas dire non, on refuse le gaz, bon, nous l'avons. Mais le temps de nous autonomiser progressivement, un jour, si on nous décide de couper le gaz, ils peuvent le couper. On n'en a pas vraiment, on n'en dépend pas. Et ce genre de débat est en cours maintenant. Les gens de terrain qui discutent comment se défaire de ce que nos amis d'ici appellent l'État colonial. Alors, comment se défaire de cette colonisation? Est-ce qu'on va rester encore dans le discours? Oui, Macraz, il est colonialiste, etc. Ou alors, on rentre dans la pratique de décolonisation quotidienne, qui est la déconstruction dont je parle. Actuellement, on est sous dépendance alimentaire totale en Kabylie, alors que nous avons des terres. La Kabylie, c'est de la montagne. Mais imaginez la surface de la Kabylie. Elle est énorme. Parce que quand vous prenez un cône, ça, bien cette bouteille-là, quand vous la dépliez, que vous la mettez à plat, vous avez une très grosse surface. Comment se fait-il que l'agriculture de montagne est en train de crever? Et là, il y a des gens qui réfléchissent. Récemment, on a tenu un colloque au-dessus de Sidi Aïch, on avait de la Soumam, sur les produits du terroir. Comment faire en sorte que l'agriculture de montagne survive et renaisse? Et chaque espace que nous arrachons à l'assistance, parce que l'État organise l'assistanat,
Assistanat généralisé, ils donnent des revenus, des pensions, des soutiens aux jeunes, etc. Et il se trouve que, par exemple, dans le soutien à la jeunesse, on ne donne pas d'instruments de création de richesse, mais on donne des camions de transport. On donne des trucs où le gosse est dépendant, le jeune est dépendant. Mais on ne l'encourage pas à aller monter un atelier de production ou bien reprendre une terre en travail. Ça non, c'est dangereux parce que ça crée de l'autonomie. Et là, il faut que nous retroussions les manches et qu'on s'engage dans ces chantiers-là, et progressivement, et avec ténacité, et avec courage, et tout doucement, chaque fois qu'on peut relancer un espace qui est déjà autonome et lui, et l'élargir, c'est comme la propreté. Il y a en ce moment des concours en Kabylie du village le plus propre. Mais il faut maintenant penser à l'inter-village. Village A, il est très propre, le village B, il est encore plus propre, mais entre A et B, c'est un dépotoir. Oui. Alors se pose la question, à qui appartient le territoire? Non, alors cette notion de territoire collectif, maintenant le territoire, il appartient à l'État. Oui. Alors, n'est-il pas temps que nous engagions un processus de réappropriation par des actes? Au lieu de dire cette terre m'appartient, voici les actes, etc., on rentre dans la pratique. Toi, tu nettoies ta part, et moi, je nettoie ma part. Nous nous sommes réappropriés notre route. Et contre le concept du beylik. Le beylik, c'est la propriété turque qui autrefois excluait les Kabyles. Vous ne pouvez pas rentrer dans la route beylik. Il fallait payer. C'est ce qui a été reconduit par les colons français. Et maintenant, on est au bout du processus d'individuation des Kabyles, on les a hissés, etc. Maintenant, on arrive au besoin de se reconduire comme des groupes, comme des villages, comme des entités. Et chacun va assumer sa part. Et nos ancêtres nous ont laissé des pratiques. Je reviens à Innayer. Chez les Berbères, il y a 3 moments dans l'année de nettoyage obligatoire. Au mois d'octobre, on nettoie les rivières, on nettoie les routes pour les oliveraies, on nettoie les accès, on nettoie les alentours des villages, etc. Au mois de janvier, c'est intramuros, on nettoie les maisons, on refait les peintures, on refait les toitures, etc. Et au mois de juillet, on fait le nettoyage anti-incendie. C'est au moment de l'Aïnsla, c'est le solstice. Et on nettoie tout ce qui peut prendre feu. Et chez nous, à Aïnsla, par exemple, quand on a nettoyé tout ça, oui, la modératrice là on voulait vous entendre sur l'école. Qu'est-ce qu'on fait pour déconstruire l'école? Oui, on va débattre. Oui. Donc, pour le gaz, excusez-moi, vous avez dit que pour le gaz, c'est un outil explosif. Non. Mais quand même, nos parents, ils sont battus pour avoir un droit d'avoir l'indépendance dans notre pays. Aujourd'hui, on est en train de crier au fait de prendre l'autonomie de la Kabylie et puis de laisser ce fameux pétrole que nos parents ils sont morts pour. Donc, qu'est-ce que vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi cette division, en fait. Donc, c'est un autre débat, mais bon, on va pouvoir en parler. Je crois que... Pardon, madame, pardon. Voilà, nous allons entamer le débat. On souhaite d'abord finir la conférence, après passer au débat, ne pas l'interrompre en pleine conférence, c'est déjà mal poli, de une, de deux, on n'avancera pas. Il y aura un débat, marquez vos questions si vous voulez, et à la fin du débat, vous pouvez intervenir autant que vous voulez. Je vous remercie. Très bien, donc pour conclure, j'ai passé en revue. Vous aurez constaté que c'est une conférence, c'est un thème un peu pédagogique, didactique, si vous voulez, concernant ce qu'il y a comme contenu dans notre identité. Et les questionnements, ou bien ce qui nous interpelle, que reste-t-il de nous-mêmes, et qu'allons-nous faire pour pouvoir, si vous voulez, sauvegarder ce qu'il y a, et surtout engager des processus de transmission
pour les générations à venir. C'est-à-dire assurer le continuum et la continuité de notre sentiment d'appartenance à un univers que nous ont tracé nos ancêtres. Ça, c'était les questions. Donc, les solutions, et elles commencent généralement, je vais dire quelques mots comme ça, puis on va débattre. Les solutions commencent généralement par retrouver le sentiment de fierté d'appartenir à une civilisation et se décoloniser par rapport à tous les peuples ou bien tous les États qui ont tenté de faire de nous des adventistes ou des appendices comme ça de leur civilisation. Et pour engager cette fierté, pour engager les procédés ou bien les méthodes pour retrouver cette fierté, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on fasse chacun un travail, ou bien peut-être un travail collectif, un travail de groupe, pour qu'on retrouve. Là, je constate dans cette salle, j'ai vu comme ça des figures. On parle d'Apulé, il y a Katia Bengana, il y a Tausa Amrouch. Ces gens-là, on les a mis comme ça en avant. Pourquoi les avons-nous mis en avant? Parce que ces personnes-là sont assez singulières, elles ont apporté quelque chose. Mais est-ce suffisant? Avons-nous engagé les processus pédagogiques pour généraliser et impliquer les gens dans cette recherche de nous-mêmes? Que savons-nous de l'écriture par rapport à nous-mêmes, à nos ancêtres? Que savons-nous des inventions de nos ancêtres? Que savons-nous des contributions de nos ancêtres à l'humanité? Est-ce qu'elles ont été continues comme ça, sporadiques par des hommes? Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, avons-nous par exemple des Amazirs, des Kabyles, des Chaouis qui contribuent à l'humanité? Oui, nous en avons, mais nous ne le savons pas. Est-ce que ces gens-là qui contribuent à l'humanité se revendiquent de leur identité ancienne, ou alors sont-ils avalés par la mondialisation? Toutes ces questions-là, nous devons, si vous voulez, travailler à déconstruire méthodiquement toutes les recettes, ou bien tout ce qui a fait que nous sommes devenus aliénés et accrochés à des conceptions des autres. Et c'est pour défaire tout ça, il y a des exemples extrêmement flagrants. C'est que on se méprise. Nous sommes dans le déni de nous-mêmes. Dans notre langage quotidien, en parlant de la beauté, on prend des comparatifs externes. J'ai une fille, on dirait une Française. C'est quoi ça? Et des exemples pilules, c'est incroyable. On se réfère comme si nous étions des minus et qui sommes condamnés, que l'un de nous arrive à une certaine hauteur. À ce moment-là, il commence à devenir humain et il se compare aux humains. Sinon, le reste, nous sommes comme des fourmis que nous sacralisons. Donc, nous allons arrêter là et vous laisser poser des questions. J'ajoute juste un mot, c'est que je ne suis pas le porteur des connaissances absolues. Donc, vous pouvez engager le débat horizontalement. Si quelqu'un pose une question, quelqu'un d'autre peut lui répondre. Alors, voilà. merci monsieur. C'est un bonheur de vous écouter. On vous écouterait encore pendant des heures. Et merci d'avoir verbalisé d'abord toutes ces notions et toutes ces intuitions qu'en fait on a au fond de nous. Et là, vous les avez exprimées avec des mots qui parlent en nous. Merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions, mais plusieurs questions à la fois, comme ça il pourra répondre. Allez-y. Moi, c'est juste pour répéter un peu ce qu'ils ont dit mes amis au bureau. Il y a une table pour la vente des ouvrages d'Arached. Donc, lui qui veut acheter un livre, il peut passer à la table, payer, après venir le faire dédicacer, après le débat, bien évidemment. Je vous remercie. Oui, je sais pas ce qui marche.
Moi, je suis tout simplement ravie de vous avoir entendu, écouté pour la deuxième fois. Le constat est certes pessimiste, mais on n'en sort pas, on n'est pas triste quand on vous entend. On se dit, bon voilà, c'est ça, on en est là, mais il y a des choses à faire. Alors parmi ces choses, j'aimerais savoir, que fait-on aujourd'hui en Kabylie, justement, pour préserver nos enfants? Comment on déconstruit justement cette école fanatique qui est en train de former tout simplement des arabo-islamistes qu'on ne reconnaît plus, et justement pour pouvoir faire quelque chose avec eux et pour eux. Voilà, c'est tout. Merci. D'autres questions? Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais dire le contraire de ce que vous venez de dire, en disant que la Kabylie elle est en train de mourir. Moi, j'ai marqué la Kabylie n'est pas morte. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez dire à la femme, exprime-toi, au lieu de lui dire à la femme, rentre, ferme la porte, reste à l'intérieur, là, la Kabylie, elle va revivre. C'est une tradition. Parce que nous sommes encore en ce moment, au jour d'aujourd'hui, en Kabylie, dans tous les villages de Kabylie sur les hauteurs, quand j'étais jeune, dans mon pays, en Kabylie, les fontaines le matin, elles sont remplies de femmes. Ils vont chercher l'eau, ils vont laver leur linge, et ils se voient, ils communiquent, ils se transmettent des choses entre elles. Moi, la femme, elle a inventé beaucoup de choses. L'homme, il n'a rien inventé. Il n'a rien fait. Jusqu'à maintenant. Même pas une allumette. Attends. Oh, on me passe la parole, j'ai pas filmé. La femme, elle a inventé le travail d'un an. Le haïch ou le bernos. Elle l'a inventé. L'homme, il a porté toute sa vie. Mais maintenant, il lui a plus donné la valeur à cause de la jalousie. Il ne faut pas qu'elle sorte. Il ne faut pas qu'on la voie. Quand on m'a dit un jour, on rigole pas ici, s'il vous plaît, c'est des mots de grande valeur. Quand on a dit dans une conférence, le nombre de votants, il n'est pas très fort en Algérie. Parce qu'il y a des hommes qui votent à la place de leurs femmes. La femme n'a pas le droit d'aller voter, c'est une citoyenne, comme lui. Ou elle ne sort pas du tout, ou elle n'a pas le droit de voter. Comme elle n'a pas le droit à l'héritage, le garçon il prend tout. Peut-être ça va changer petit à petit, mais je ne crois pas. Voilà. Excusez-moi, je m'énerve. Attends, deuxième chose. Je pose une question, madame. Deuxième chose. Le symbole de la femme. Le symbole de la femme. Dans la famille, c'est elle le symbole. Normalement, elle a tout inventé, elle vous a tout appris. Et il faut lui dire, continue, tiens la parole ici, à la maison et à l'extérieur. On ne l'amène pas, on n'y apprend pas. Moi, personne ne m'a appris. Mon père ne m'a pas appris, mon frère ne m'a pas appris, le mari ne m'a pas appris. Comment je vais vivre aujourd'hui? Les hommes, ils sont jaloux de la femme, elle ne doit pas se développer. Un pays, il compte dans son peuple, pas que les hommes et les femmes. C'est ça le peuple d'un pays. L'olivier que vous dites, il n'y en a plus. Je vous apprends, monsieur. C'est pas que je sais mieux que vous. Non, loin de là. Le problème, c'est que on revient en arrière à cause de l'homme, il veut être toujours détenu de tout. Il détient tout. L'olivier, je me rappelle dans ma jeunesse, on dit, celui qui touche l'olivier d'une famille, d'un nom de famille, c'est un déshonneur. C'est un honneur. Aujourd'hui, quand je suis né, depuis Bougie jusqu'à Tizozo, j'ai vu tous les oliviers kabyles, ils sont brûlés.
sous prétexte que le gouvernement algérien, il dit, on cherche, c'est là qu'ils se cachent les terroristes, les barbus, et brûle, certains causent le levier. Et moi, par l'émission que nous avons ici qui parle de la Kabylie, et moi j'ai téléphoné, j'ai dit, et si on va leur brûler leur dattier, qu'est-ce qu'ils vont dire les Arabes? Ça ne leur plaira pas si on brûle leur dattier. Et nous, ils nous ont brûlé toutes nos oliviers. Ils ne sont pas verts, ils sont jaunes. Et il n'y a pas un homme kabyle qui a dit, ne faites pas ça. Où sont les hommes hein? La langue kabyle, elle ne sera pas morte. Si, depuis l'indépendance, ici en France, quand une femme arabe, elle se moque quand je m'exprime en kabyle, j'ai mis une gifle. Parce que moi, je ne me moque pas de sa langue, elle n'a pas à se moquer de ma langue. Là-bas en Algérie, tous les Arabes, ils mettent les babouches, le chachia, dans la capitale kabyle, Alger. Les hommes, ils ne se sont pas levés. La femme, l'homme, il a commencé à être en costume et cravate avant la guerre d'Algérie. Maintenant, c'est eux qui parlent que l'arabe. Je suis allée dans un mariage kabyle, il n'y a que les chansons arabes. Oui. Non, parce que c'est les hommes qui ont laissé faire. Moi, je veux des conférences comme ça. Ouais. Dans un mariage kabyle, il faut que tu les chansons de On vous a entendu. Alors, s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Soyez et on va essayer de دونك ولديني غنزل في الاول فريمون فرحه غطاس la conférence qui S'il vous plaît. je ne vous connais pas, mais c'est la première fois que j'ai entendu votre conférence. Ça rejoint celle de Mamri, ça fait vraiment plaisir. ما نظرك كي هذه رانا طاس وغنشطوا حرف قايله الصح. دونك يمكن تحوس كانت فهمه غنزرا طونك ان بيتي سيتويان تقبايليت بغي غنزرا ايضا يبغى نتكري لوتونومي دو لا كابيلي ديجا كاين زرير دي تدر تما دي الفاميليات اطاس كل يوم يفنوا الخدمه يماني سي وراويس دونك ديجا سا سي لوتونومي نا تورا سيكيني يقارن بلي الغاز اللي حقدر تدريني لقات نحبس باسكو سي دي بومب لقينا لي بانو ميم لي بانو سولار زعما دايرين دي بومب خامم فوالا دونك جيمري بيان زرا يغرب غنتكريين qui vont crier l'autonomie de la Kabylie, ça rimera à quoi? Pourquoi diviser au fait l'Algérie? Il dit la Guinée, et Maulana, Radin Filas, Moutin Filas, appelle Zaïre au pluriel, Radin la Kabylie. Voilà, ça fait. D'autres questions? Donc il y a eu trois ou quatre questions. Donc je vais commencer un peu par la deuxième, par rapport à la femme kabyle. Alors il y a certaines connaissances, certains savoirs, certaines approches qui ont disparu sous les coups de boutoir des religions monothéistes. C'est-à-dire que la femme kabyle ou la femme chiaoui ou la femme arabe aussi, elle est cantonnée dans son petit univers. C'est parce qu'il y a une lecture religieuse et des représentations qui se sont enracinées dans la société, dans la vision, qui ont fait de la femme un diable, un être diabolique, une porteuse de toutes les perversions, porteuse de tout, etc. Mais il y a certaines choses qu'il faut dire par rapport à la femme kabyle. Telle qu'elle était, parce que moi je suis en train
de faire une conférence sur les savoirs, sur les légendes, sur la culture kabyle ancienne et qu'en reste-t-il. Donc je vais continuer dans la même logique et parler des connaissances que nous avions de la femme. 1. Nous sommes des enfants de la première mère du monde. Nous avons été une société matriarcale où l'homme n'avait qu'un rôle secondaire. Tous les rôles de représentation, les rôles effectifs de création de richesse, les rôles de transmission, les rôles d'éducation, tout ça c'était la femme. Et les hommes ont progressivement, avec l'avènement des religions monothéistes, ont progressivement renié ces aptitudes et ces attributions de la femme, et progressivement ils l'ont poussé dans des retranchements intramuros et ils ont fermé. Et les explications, si vous voulez, ou les motivations, ou les justifications de cet état sont portées par des textes religieux où c'est écrit noir sur blanc. Par exemple, dans la religion musulmane, l'islam dit que la femme a été émancipée par l'islam. Elle était enterrée vivante, et puis arrive l'islam, il lui a donné des libertés. Mais quand on lit profondément dans les textes liturgiques de cette religion, dans les textes sacrés de cette religion, on lit que, par exemple, les trois créatures qui coupent la prière, ça veut dire qui disqualifient la prière, quand un homme est en train de prier, s'il y a un chien qui passe, sa prière est cassée. S'il y a un âne qui passe, sa prière est cassée. Et s'il y a une femme qui passe, sa prière est cassée. Donc vous voyez un petit peu cette libération de la femme par une religion, qu'est-ce que ça donne? Elle était enterrée vivante, puis on la classe au rang de l'âne et du chien. Ouais. C'est de la rigolade entre nous, c'est-à-dire c'est de la mystification. Par contre, dans l'imaginaire des Berbères et dans la pratique quotidienne, il faut savoir que dans la société berbère, qui est au même titre que la société grecque, c'est elle qui a inventé, si vous voulez, l'espace démocratique d'expression. La femme n'a jamais été exclue de cet espace-là. C'est progressivement que cette exclusion est apparue à cause de la mainmise des théocraties. Mais auparavant, autrefois, quand on avait installé l'agora dans le village, il y a 3 strates. Quand on installe Tejmah, pour ceux qui comprennent Taqbayl, Tejmah al-Qbayl, elle a 3 strates. On a Tejmah al-Taddaf, l'agora du village, qui est une structure horizontale émanant des familles et qui travaille par consensus. C'est-à-dire quand la Tejmah se réunit, cette Tejmah-là, elle devait trancher pour des questions, mais à l'unanimité. S'il y avait une personne qui n'était pas d'accord, on remettait notre réunion jusqu'à la conviction de cette personne-là, jusqu'à une explication. Et puis quand ça ne marchait pas, il y a la Tejmah supérieure. Et c'est quoi Tejmah supérieure? C'est l'agora des femmes. Tejmah al-Khalas, Tejmah al-Nawil. Quand les hommes ont fait faillite par rapport à des choses profanes de l'agriculture ou des trucs comme ça, ils réglaient entre eux. Et c'était eux qui étaient sur les chantiers de travail. Mais quand il y avait un problème institutionnel qui mettait en jeu l'équilibre du village, c'était les femmes qui tranchaient. Quand les hommes se levaient sur un différend, ils demandaient aux femmes de réunir leur agora et de trancher la problématique, et les hommes appliquaient ce qui était dit. Et c'était l'aïeul du village qui venait, c'est le Soul-Alaya, comme on dit. Il dit voilà, jurisprudence, c'est comme ça, on a vécu une affaire semblable, voilà comment ça se passe. Et puis il y a l'autre assemblée supérieure, c'est l'assemblée de la tribu, Tejmah al-Arsh. Tous les villages donnaient leurs délégués. Et dans cette Tejmah al-Arsh,
il y a une particularité que beaucoup ne connaissent pas, c'était une tajmah mixte. Il y avait des vieilles, il y avait des vieux, il y avait des personnes âgées, il y avait les plus sages. De chaque village, ils étaient délégués là-bas. Généralement, c'était une femme et un homme par village qui se réunissaient. Et cette agora a été interdite par l'administration française en 1868. Un décret du gouverneur d'Algérie qui a interdit Tajmah al-Arsh et qui a interdit les marchés intertribaux. Parce que c'est là où se réunissaient les gens et qu'ils réglaient leurs problèmes. Donc c'était le processus d'individuation et de parcellisation. Maintenant je vais dire un mot concernant l'exhérédation de la femme kabyle. Quand les Turcs ont décidé d'envahir la Kabylie, ils avaient utilisé tous les procédés matériels et physiques, ils n'avaient pas réussi. Procédés militaires, procédés juridiques. Ils avaient entamé des processus de dilution de la société kabyle par la sociologie. C'est-à-dire ils se mariaient avec des femmes kabyles. Des soldats turcs, les dirigeants turcs demandaient des femmes kabyles. Et le phénomène commençait à prendre et à créer des héritages des Turcs qui venaient prendre la terre des Kabyles. Et les 250 tribus s'étaient réunies à Jum'a Sharij en 1764 pour mettre fin à ce phénomène-là. Il faut se replacer dans ce contexte, pas aujourd'hui. Il faut se placer dans ce contexte-là. Ils avaient décidé l'exhérédation. Ils disent qu'une femme qui se marie ne prend pas de la terre. Mais, ça bien sûr les gens ne les lisent pas, ne regardent pas, mais la femme avait sa part de terre. La terre était incessible. Dans ce traité d'exhérédation, c'est pour l'homme et la femme, interdit de vendre la terre. Et comme la femme, elle devait se marier, et que si elle se mariait avec un étranger, l'étranger pouvait venir prendre la part de sa terre, ils ont prononcé l'exhérédation. Mais ce n'est pas l'expropriation. La femme gardait sa part de terre et il relevait, le travail relevait de son frère qui avait l'usufruit. Elle avait toujours la propriété juridique, mais lui, il a l'usufruit, il travaille la terre et il donne sa part à la femme, à sa sœur. Il ne l'a jamais donné. Pardon. Non, laissez-moi faire mon explication. Ensuite, si vous voulez prendre la parole, vous dites. Peut-être que... Ouais, on a encore 10 minutes. Après, on passe aux dédicaces. Alors, moi, je parle de ce qu'il y a. Maintenant, les déviations, qui n'est pas donné, qui s'est comporté comme un voyou, qu'il a tué sa sœur, qu'il a violé la voisine, ça, ce n'est pas notre débat. Moi, je parle de la loi, comment elle fonctionnait. Ensuite, maintenant, si cette loi a été déviée, on va mettre un autre débat pour trouver pourquoi. Pourquoi elle a été déviée? Est-ce que dans l'oufaq, donc ce traité, est-ce que les symptômes de cette déviation existaient déjà dans la loi? Il faut étudier cette loi-là en tant que juriste, en tant que quelqu'un qui s'y connaît, pour voir est-ce que, si vous voulez, les prédispositions de possibilités de fuite de cette loi existaient. Et non, quand on étudie cette loi, on trouve que la maison du père appartient à la fille. Beaucoup ne le savent pas. C'est une phrase qui est répétée inlassablement. Quand moi, par exemple, chez moi, la maison de mon père, c'est la maison de nos sœurs. Il y a un frère qui l'habite, mais quand les sœurs décident de faire un rassemblement, elles viennent. C'est leur maison, c'est à elles. C'est la maison du père. Leur part de terre existe, nous la travaillons. Et quand on a la récolte des olives, on leur donne leur part. La femme a été déshéritée, on lui a enlevé sa terre. Et maintenant, il y a un processus de désintégration de la terre. Les gens sont en train de vendre la terre. Et c'est raisonnable que la femme demande sa part. Puisque moi, en tant que frère, j'ai cassé la loi qui dit que je dois donner ma part. Et j'ai décidé de vendre la terre. Ma soeur va venir et dire, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me suis fermé la gueule. Tant que tu travaillais la terre, tu me donnais ma part. C'était comme ça que c'est convenu depuis des siècles. Mais maintenant, si tu veux vendre la terre, eh oui, donne-moi ma part. Et c'est légitime. Et les tribunaux en Kabylie sont pleins. C'est la désintégration, mais vraiment insupportable. Vous voyez des frères là qui se retrouvent devant le juge parce que nous n'avons pas d'instance de médiation.
en Kabylie. Et pour répondre à madame qui disait pourquoi il y a autonomie, etc. Voilà pourquoi il y a autonomie. S'il y avait une autonomie de décision, s'il y avait des instances qui réglaient ce genre de problème, les Kabyles n'allaient pas se retrouver devant les qaris qui tranchent de façon islamique, qui disent à la femme, oui, vous avez droit à la terre, mais vous avez droit à un huitième. Parce que la jurisprudence, le truc, le texte, Kada, la Sourate Flan, elle a décidé comme ça. Alors que si on avait une médiation kabyle, c'est 50-50. Vous avez une fille et un garçon, ils vendent la terre, ils lui donnent sa moitié. Et on n'en parle pas. Mais on n'a pas ces structures de médiation. Madame, on ne veut pas déchirer l'Algérie. On veut devenir des citoyens du monde avec notre autonomie et notre pouvoir de décision. On s'en fout qu'il y ait un État, des drapeaux, des symboles. Ça, c'est des symboles. Mais nous voulons être concrètement des hommes libres. On ne s'appelle pas un nazir pour rien. Merci à tous. Il y a les dédicaces qui vont commencer si vous êtes intéressés par Ah oui, j'ai une question les bouquins. Sur l'école. Une seconde. Ah. Une seconde, rapidement, je vais dire. En ce moment, il y a une conscientisation. Ça commence par là. Vous êtes en train de dire, voilà, l'école est dangereuse. Ce discours-là, nous le portons là-bas sur place. Il y a des gens qui réfléchissent et qui proposent. Moi, par exemple, je suis en train de monter une ferme pédagogique. C'est quoi une ferme pédagogique? C'est une doublure d'école. Le déficit de cette école-là, on le compense par ce que nous pouvons faire. Moi, je ramène des petits gosses, je leur explique ce que c'est qu'une poule. Mais pas théoriquement. Ils rentrent dans la basse-cour, ils courent derrière la poule, ils la prennent, ou bien ils regardent comment la poule pond des œufs, etc. Ils voient une vache, ils voient une femme traire la vache ou un homme traire la vache, ils voient d'où vient le lait. Le lait n'est pas produit d'un gisement qu'on met dans des sachets en plastique, comme on leur explique à l'école. Lui, il voit ça. On va lui faire une randonnée, il va toucher les plantes, comme on disait tout à l'heure pour Inayer. Il va connaître toutes les plantes dans sa langue maternelle. Et c'est une façon en même temps de sauvegarder, de transmettre et de réinjecter nos enfants dans le concret, dans le réel. Et surtout aussi de cultiver cet amour qui, quelque part, nous fait un peu défaut et qui fait que nous regardons là-bas en noir. Il n'y a rien à faire, c'est pas possible, il faut fuir, il faut... Maintenant, on ne peut plus fuir. Le monde, c'est un seul village. Que tu vives à Marseille ou à Alger ou ailleurs, on a pratiquement les mêmes contradictions. Sauf que peut-être ici, il y a une aisance matérielle qui n'existe pas là-bas. Mais sur le plan conscience, sur le plan maîtrise, sur le plan mépris, sur le plan exploitation, sur le plan écrasement, il y a des citoyens aussi en France qui sont totalement marginalisés, écrasés. L'actualité nous parle. C'est la même chose chez nous. Sauf que chez nous, ils ont des rentes. J'ai toujours dit le pouvoir algérien. Moi, je suis imbibé des contes de ma grand-mère. Vous voyez l'ogre, Warzen. Un ogre avec un cyclope, avec un œil offrant là, qui avance avec une arme dans la main et des pétrodollars dans l'autre. Et qui écrase tout sur ça. Ça, c'est l'image du pouvoir algérien. Il a de l'argent, il a des armes. Il a organisé la société de façon à ce que toute opposition est annihilée, écrasée, réduite, embouillie en poudre, etc. Et ils se sont mis les moyens. Et ça a commencé durant la guerre d'Algérie. Depuis 1954, il y a des gens qui ont canalisé vers le parti unique, la pensée unique, la vision unique, la religion unique, la langue unique. Et la culture unique, actuellement, c'est la culture arabo-islamique. Et là, nous sommes en train de déconstruire un petit peu ça au niveau déjà de la pensée. Nous avons mis des chantiers, c'est pas pour vous faire plaisir, mais je vais vous dire comme ça, actuellement, on s'est rencontré à Paris avec Hamid Salmi. Hamid Salmi, c'est un psychoclinicien qui travaille sur les traumatismes de la guerre, etc. On est en train de mettre un atelier pour réfléchir sur l'unicité. Comment sortir de la pensée unique? Comment promouvoir la diversité? Comment injecter et faire aimer la pluralité, qu'elle soit culturelle ou politique? Chez nous, par exemple, il n'est pas question de refaire encore l'expérience du parti unique. Quelqu'un vient nous proposer, nous, on va faire ça? Non. Il y a des gens qui pensent pas comme vous.
Et voilà. Et donc la pluralité, la diversité, l'amitié, la fraternité, si vous voulez, l'empathie, l'altérité, tous les mots, ils sont nombreux, mais dans les faits, je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste là. Voilà pour ceux qui veulent des dédicaces. Vous êtes partis. Alors, un quart d'heure. On a un quart d'heure. Merci. Quelque chose après. Oui, j'ai compris. Je les ai exposés, en fait, ils étaient comme ça. Merci, mais c'était magnifique. Et après, le reste, voilà. Oui, avec les premiers. Alors, voilà. لا ما تشير سيريو سيريو il est éteint Anna, il est éteint ou non Alors éteint ou non À moi C'est bon Il faut l'arrêter un peu. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Le remettre à